Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Portrait chinois. Un portrait chinois dédié aujourd'hui à l'emploi et puis on va garder en fil rouge les jobs d'été puisque on est un petit peu à l'aube des recrutements des jobs d'été. Ça a même déjà un petit peu commencé. Et pour en parler avec nous, Stéphanie Delestre. Alors Stéphanie, vous êtes la cofondatrice et puis la présidente de Capa.fr. Oui, bonjour. Bonjour, qui est le leader français de l'emploi en ligne. Exactement, avec un peu plus de 4 millions de Français et de Françaises qui sont inscrits sur le site. Soit des personnes qui sont en recherche active d'emploi, soit aussi des personnes qui sont en emploi en ce moment, mais qui sont intéressées pour connaître le marché. Savoir à l'écoute, comme on dit. Voilà, marché, à l'écoute, pour savoir s'il y a des opportunités intéressantes. Et ça, pour tous les secteurs dans toute la France. Alors, vous êtes un site d'emploi généraliste, mais vous avez malgré tout une petite spécialisation un peu dans l'intérim. Vous êtes très présente sur le marché de l'intérim avec Capa.fr. Tout à fait. En fait, du côté candidat, des personnes en recherche d'emploi, vraiment tout le monde peut s'inscrire sur le site, c'est entièrement gratuit. Et du côté des entreprises, les entreprises peuvent recruter à la fois des personnes en CDI, mais aussi beaucoup en intérim. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que l'intérim et les CDD représentent plus de 90% des contrats qui sont signés en France chaque mois. Alors oui, bien sûr, la majorité du marché du travail, ce sont des CDI, mais les gros volumes de contrats qui sont signés tous les mois, à hauteur de 90%, et ça c'est pas Capa qui le dit, c'est la DARES, qui est l'organisme officiel qui suit les chiffres de l'emploi en France, sont soit des CDD, soit de l'intérim. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement des entreprises qui nous ont demandé de pouvoir porter le contrat de travail pour elles, et c'est la raison pour laquelle Capa est aussi une agence d'intérim qui est capable de faire les contrats de travail, déclarer le personnel, payer l'intérimaire, et ensuite d'envoyer une facture à l'entreprise qui recrute des intérimaires sur Capa. Est-ce qu'on peut aussi, parce qu'on va donner pas mal de conseils aux téléspectateurs, puisque vous êtes une spécialiste du marché du travail. Est-ce qu'on peut dire aussi que souvent d'ailleurs l'intérim et le CDD, c'est une manière de mettre un premier pied dans une entreprise et souvent de déboucher sur un CDI. Est-ce que c'est pas devenu un peu la nouvelle période d'essai, le CDI ou le CDD ou l'intérim? Vous avez tout à fait raison. Il y a encore dans la tête des Français et des Françaises qui cherchent du travail le fait de se dire oui, mais l'intérim, le CDD, c'est précaire. Ouais. Exactement. C'est juste comme ça, donc je ne vais pas perdre mon temps et je vais plutôt chercher un CDI. Et là, attention, parce que d'abord, en particulier pour les profils jeunes et jeunes avec peu ou pas de diplôme, la porte d'entrée sur le marché de travail, c'est principalement via le CDD ou l'intérim. C'est vraiment important de garder ça en tête. Deuxième chose, et vous avez entièrement raison, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, les petites, les moyennes, mais aussi les grosses, utilisent le CDD ou l'intérim pour tester la personne parce qu'on sait que c'est un gros engagement en temps financier, de formation, etc. quand on recrute quelqu'un. Et donc, c'est vrai que l'intérim sert aussi de contrat de pré-embauche. Ça permet à l'intérimaire de savoir si l'entreprise lui plaît, si le poste lui convient. Mais sur Capa.fr, aujourd'hui, il y a plus de 25% des personnes qui ont eu une mission d'intérim qui ont été recrutées à la fin de cette mission en CDI. Alors, là, un conseil pour les téléspectateurs encore de Mandarin TV. On sait qu'à une époque, le fait d'avoir beaucoup d'expériences très diverses sur un CV, c'était considéré comme un désavantage, c'était un peu un frein à l'emploi, les recruteurs détestaient ça. Alors aujourd'hui, effectivement, avec la crise de l'emploi, le recours de plus en plus souvent à l'intérim, au CDD, et puis parfois les études longues qui font qu'on fait des petits jobs à droite à gauche pendant ces études, font que maintenant beaucoup de Français, et principalement les plus jeunes, ont des CV avec des expériences très hétéroclites. Est-ce que c'est toujours un frein à l'emploi ou est-ce que ça commence par les recruteurs à être considéré comme une qualité et un atout? Alors j'ai envie de vous répondre, ça dépend du poste proposé. Voilà. Il y a des métiers vraiment où les entreprises vont chercher une hyper spécialisation ou alors vraiment des stages, des alternances et puis des premiers jobs mais qui sont toujours sur le même métier parce que ça va démontrer que vous avez acquis des compétences vraiment clés sur ce métier. Et ce conseil-là, il marche vraiment par exemple sur les métiers techniques. Si vous êtes électricien, vraiment les entreprises… avoir fait beaucoup d'électricité. Voilà, vraiment. Si vous cherchez un poste de chauffeur-livreur, à la limite que vous mettiez sur votre CV que vous avez été gardien d'immeuble pendant 2 mois l'été, etc., ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, en particulier sur les métiers techniques, il vaut mieux montrer de la profondeur dans vos expériences, dans vos compétences, parce que ça apporte… Plutôt que du transversalisme. Voilà, ça vous apportera de la valeur.
En revanche, c'est vrai qu'il y a aussi des métiers où finalement, comme vous le dites, le transversalisme est très important. Par exemple, si vous travaillez dans une start-up ou dans une jeune entreprise, bien le fait que vous sachiez faire du commercial, répondre au téléphone, préparer une presse marketing sur PowerPoint ou sur Prezi, etc., aller en rendez-vous, bien vous présenter en rendez-vous, ça va être des qualités. Donc là, vraiment… Sur le mid-management, ça peut être très utile, j'imagine. Aussi, tout à fait. Parce que du fait de la crise, on recrute moins et peut-être que souvent, effectivement, une personne, il y a beaucoup de gens en mid-management, c'est-à-dire entre la direction générale et les postes d'employés, donc le management intermédiaire, voilà, je cherchais mes mots en français. En management intermédiaire, il y a beaucoup de gens à qui on colle tellement de casquettes que finalement, peut-être que justement, la polyvalence devient un atout alors que c'était une mauvaise qualité au départ, il y a longtemps. Mais j'ai envie de dire aux personnes qui regardent Mandarin TV que le meilleur conseil, c'est de bien lire l'offre d'emploi. Pourquoi? Parce que dans l'offre d'emploi, on peut repérer des mots-clés et il va falloir, quand vous allez préparer votre CV pour cette offre-là, et si vous le faites avec un email de motivation, bien répondre à chacun de ces mots-clés. Donc, vraiment, le point d'entrée sur un emploi, c'est l'offre d'emploi. C'est ça qui va faire que le recruteur va regarder si vous correspondez à cette offre-là. Et le plus vous allez bien vous imprégner de l'offre, vous allez la lire consciencieusement, noter sur une feuille de papier les mots-clés ou les mots qui reviennent régulièrement dans l'offre d'emploi, vous allez dire « Ah oui, plusieurs fois, il dit par exemple gros portefeuille client ». À quel moment j'ai eu un gros portefeuille client et donc je vais bien mettre dans mon mail de motivation. Dans ma lettre de motivation. Exactement. Alors, on ne parle plus de lettre de motivation, on parle de mail de motivation. On parle de mail de motivation. Vous êtes vraiment une agence 2.0, on peut le dire. Exactement. Alors, justement, puisqu'on évoque ça, vous, sur le site capa.fr, vous publiez régulièrement des baromètres de l'emploi, des sondages qui sont utiles quelque part, moi je pense, pour les recruteurs certes, mais je pense pour les demandeurs d'emploi aussi, pour ceux qui souhaitent aller les regarder puisqu'ils restent en ligne. Je pense qu'il y a quand même pas mal de pistes justement pour aider à orienter sa recherche d'emploi. Et notamment, il y a une étude de février que vous avez publiée en février qui montre que 88% des jeunes demandeurs d'emploi en 2019 étaient diplômés, possédaient un diplôme. Selon vous, est-ce qu'il faut adopter la politique un travail à tout prix et accepter un poste qui ne serait pas forcément en adéquation avec ses compétences? Ou bien est-ce que vous recommandez plutôt, quand c'est techniquement ou financièrement possible, bien entendu, de persister dans son secteur d'activité au niveau de la recherche? Parce que justement, il y a cette diversité de compétences aujourd'hui chez beaucoup de jeunes qui fait qu'ils peuvent répondre à beaucoup d'annonces différentes. Alors, en fait, vous avez tout à fait raison. Il vaut mieux persister à chercher un emploi pour lequel on a investi du temps et de l'argent pour faire ses études et puis pour lesquels on a acquis des expériences, des compétences. Et j'ai envie de vous dire, si par exemple, on va reprendre, vous êtes technicien de maintenance en industrie, que vous postulez et que vous ne trouvez pas, j'ai envie de vous dire, finalement, ce n'est pas votre diplôme là le problème, c'est peut-être que vous postulez aux mauvaises offres, ou peut-être que votre CV est mal fait, ou peut-être que si vous arrivez jusqu'à l'entretien d'embauche, ça veut dire que votre CV est bien fait et donc qu'il donne envie aux recruteurs de vous appeler pour vous caler un entretien, c'est que vous ne savez pas bien vous vendre pendant l'entretien. Donc oui, la réponse est aujourd'hui, les recruteurs choisissent, sélectionnent en priorité des profils qui correspondent exactement aux compétences qu'ils recherchent et que si vous avez acquis des compétences ou des diplômes, il faut bien évidemment chercher des offres en adéquation avec ces compétences ou ces diplômes. Après, en revanche, comme vous le disiez, c'est dans le cas où on n'a pas de compétences ni de diplôme. C'est pas grave, ça arrive, on a tous débuté à un moment donné, ou alors on a tous changé de voie aussi peut-être à un moment donné. Diplôme, mais pas d'expérience. Voilà. Et là, bien évidemment, il faut privilégier le fait de prendre quelque chose rapidement pour acquérir des compétences et voir si ce métier nous plaît et voir si on… Pour montrer qu'on est compatible avec le travail en entreprise, en équipe, etc. Exactement. Ne serait-ce que pour ça. Exactement, exactement. D'accord. Alors bon, on parle un petit peu du marché de l'emploi en général, mais on a dit qu'on parlerait un petit peu des jobs d'été en fil rouge de cette émission, parce que c'est le moment pour tous les jeunes qui voudraient trouver des
des emplois. Alors vous donnez beaucoup de conseils hein, sur l'emploi parce que vous animez des ateliers de retour à l'emploi, mais vous êtes aussi tous les mercredis sur Beurre FM, dans le journal de l'emploi de Beurre FM, et également 2 fois par mois sur BFM Business. Donc vous délivrez beaucoup de conseils aux auditeurs, aux téléspectateurs. Alors pour ce qui est d'un job d'été, quel premier conseil vous donneriez pour un jeune qui veut trouver un job d'été? Parce que c'est maintenant là qu'il faut postuler. Eh bien c'est ça, vous avez raison. Déjà, premier conseil, c'est maintenant. C'est-à-dire que tous les bonnes offres proposées sur le marché pour les jobs d'été, c'est maintenant. Et si vous y prenez vers fin juin, début juillet, il y en aura peut-être encore, mais ce sera un peu la queue de la comète, dirons-nous. Donc c'est vraiment maintenant que les gros secteurs qui recrutent les jobs saisonniers sont actifs. Alors quels sont les secteurs qui recrutent des jobs d'été? J'allais vous le demander. Voilà. Et bien alors, premier secteur qu'on oublie, mais c'est le secteur qui va recruter énormément, l'agriculture. Ah d'accord, oui, les vendanges. Mais bien sûr, les vendanges en octobre, mais la cueillette des fruits et des légumes va commencer dès maintenant. Et donc, les grosses exploitations recherchent des profils, comme je vous disais, de cueilleurs, de ramasseurs, là, de maintenant jusqu'à pratiquement fin août, et puis à partir de mi-août jusqu'à début octobre, des profils de vendangeurs. C'est quasiment plus de 800 000 contrats qui vont être faits partout en France dans les exploitations agricoles. Donc des contrats qui ne sont pas sur le marché du travail le restant de l'année. Exactement, exactement. Le deuxième secteur qui recrute beaucoup, et ça je pense que ça s'adresse aussi aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de Mandarin, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration. Voilà, oui, c'est un gros secteur. Voilà. On a vu surtout qu'il y a eu des chiffres records en 2018 dans le secteur du tourisme. Donc là, déjà sur Paris, la région parisienne, mais aussi dans les grosses zones touristiques, sans oublier la montagne. Hein, vous savez, il y a aussi les stations de ski qui ont une grosse activité touristique l'été. Y compris l'été, oui. Voilà, donc là, on pense vraiment à l'Île-de-France, à toutes les grandes villes, Lyon, Lille, etc., où il y a beaucoup de tourisme, Strasbourg, et puis après, bien évidemment, les zones sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, donc toute la région PACA, énormément de recrutement. Et là, pour le coup, ce sont des postes où on recherche aussi des personnes bilingues mandarins, avec la grosse clientèle chinoise et asiatique qui vient passer une partie des vacances en France et en particulier l'été. D'accord, oui. Là, et beaucoup aussi dans le sud, hein. Paris et le sud, c'est les deux destinations. Cannes, Nice, Toulon, voilà, énormément de recrutement. Là, quels sont les postes proposés? Des postes de serveurs-serveuses, de femmes de chambre, de barman. En accueil aussi, j'imagine. Voilà, des postes en accueil, des postes de concierge pour rendre les services concierge d'hôtel, hein, pas exactement, voilà, concierge d'hôtel. Et puis en cuisine, beaucoup de commis de cuisine, de serveurs, de cuisiniers si on a cette formation. Donc là, c'est le secteur qui recrute beaucoup. En troisième secteur, il ne faut pas oublier la logistique. La logistique, parce que les gens partent en vacances, donc on cherche du renfort l'été, de préparateurs de commandes, de manutentionnaires, de caristes. Donc là aussi… Là, c'est plus pour remplacer les gens qui sont partis en vacances. Exactement, exactement. Et enfin, un secteur qui reprend de belles couleurs en France depuis quelques années, ça fait plaisir, l'industrie. Vous savez, l'industrie, c'est un énorme secteur. Oui. Il y a l'industrie aéronautique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile. Donc effectivement, dans les très très grosses sociétés, quelquefois… On peut trouver des jobs sans avoir forcément d'expérience ni de compétences. Tout à fait, encore une fois, des manutentionnaires, des préparateurs de commandes. Et là, c'est en très très grand nombre, en particulier dans l'industrie agroalimentaire. Et puis, deux autres petits points à vous signaler. Bien évidemment, on n'oublie pas toutes les fonctions tertiaires. Là aussi, soit pour remplacer les gens qui partent en congé, tertiaire, soit pour les téléspectateurs, c'est les services. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, ce sont les services. Et là, on pense à quoi? Il y a des postes d'hôtesse d'accueil, des postes de secrétaire, des postes d'assistant de paie, des postes d'assistant comptable, des postes de contrôleur de gestion, des postes d'administrateur des ventes. Donc là, vraiment, c'est facile de trouver, pour le coup, des jobs d'été, souvent agréables. Mais qui sont payés, alors souvent au SMIC, hein, on en reparlera. Avec l'avantage des jobs d'été, c'est souvent des contrats d'intérim, donc avec 10% plus de ce qu'on appelle les IFM. Oui, la prime de précarité. Voilà, les indemnités de fin de mission, la prime de précarité, et puis 10% de congés payés qui sont versés aussi à la fin du contrat. Donc oui, c'est peut-être payé au SMIC, donc pour rappel pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Mais avec ces bonus quand même. Voilà, c'est 10,03 € brut de l'heure, mais avec 10% en plus de prime de précarité, 10% en plus de congés payés.
Après, dans l'hôtellerie-restauration, quelquefois, c'est un peu différent. Pas mal de pourboires. Donc, souvent, c'est des métiers plutôt bien payés l'été, comme les barman. Mais beaucoup d'heures. Voilà, beaucoup d'heures. Pas toujours dans la limite des heures légales, d'ailleurs. Oui. Oui, mais après, non, mais ça, c'est aussi réputé dans cette industrie-là que l'été. On sait où on va. Voilà. On sait où on va. Donc, c'est souvent des métiers, quelquefois, on fait plus de 10 km à pied par jour, parce que quand il faut servir sur les plages, etc. Donc, par exemple, les métiers de barman et de plagiste l'été font partie des jobs d'été les mieux rémunérés. D'accord. Alors, on reviendra au job d'été un peu plus tard dans l'émission, parce que justement, vous parliez des salaires. Il y a dans votre dernière étude sur les jobs d'été, justement, quelques chiffres. On va parler des jobs d'été les mieux payés. On va faire un petit peu un palmarès pour les téléspectateurs qui ont un petit côté vénal, peut-être. Non, mais c'est normal, tout travail mérite salaire. Qui ont besoin d'argent pour payer les études à la rentrée ou pour partir eux-mêmes en vacances. Bien sûr. C'est de bonne guerre. Alors, mais pour en revenir à un domaine un peu plus général, on parlait de la pratique du mandarin, justement, par rapport au job d'été. Est-ce qu'aujourd'hui, la pratique du mandarin, c'est devenu un véritable atout en termes de recherche d'emploi et à titre professionnel, de la même manière que l'anglais l'a été à une époque? Oui. Oui, et ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement la communauté chinoise et asiatique est très importante en France et tant mieux parce qu'il y a beaucoup d'emplois où la pratique du mandarin d'abord est une obligation. Je vais vous donner un exemple. Pour certains postes de vendeurs et de vendeuses dans les grands magasins parisiens. Oui, on peut citer les Galeries Lafayette. Le Printemps, le Bon Marché, etc. Exactement. Oui. Et aussi pour les boutiques de luxe. Chanel, Dior, eh bien, il y a sur des les postes… grands boulevards aussi, tous les magasins de luxe qui font de la détaxe, etc. Exactement. Ouais. Dans ces magasins-là, il y a des postes qui sont réservés exclusivement aux personnes qui sont bilingues en mandarin. Voilà. Alors, on trouve ces postes-là, pour vous donner 2-3 exemples, donc des postes de vendeurs-vendeuses dans les grands magasins et les magasins de luxe, aussi également dans les hôtels. Et en particulier dans les palaces, il y a des personnes à l'accueil, des concierges, voire même des serveurs qui doivent être bilingues mandarin. Oui. Et il y a des palaces qui appartiennent à des groupes chinois à Paris, comme le Shangri-La, le mandarin oriental et le Peninsula, pour ne citer que les trois palaces, on va dire. Voilà. Parmi les palaces, mais surtout c'est les 3 récents palaces qui ont été construits. Et donc, si vous voulez, sur des postes de vendeurs, sur des postes dans les hôtels et puis aussi, puisqu'on parle du secteur touristique, aussi beaucoup de postes d'accompagnateurs, de guides, mais aussi sur des circuits de luxe où là, c'est plutôt des jobs sympas. Voilà, parce qu'on fait un peu de tourisme en même temps. Ouais, on est au contact de la clientèle, dans une bonne ambiance, les gens sont là pour prendre du plaisir. Eh bien, c'est des postes qui sont réservés aux personnes qui sont bilingues mandarin. Et puis ces postes dans le tourisme, au contact des voyageurs, c'est toujours très enrichissant, bien sûr. Culturellement parlant aussi. Voilà. Et puis après, là, pour pas peut-être se réserver, se limiter au job d'été, n'oublions pas aussi que dans des industries, par exemple, on pense aux constructeurs automobiles, à l'aéronautique, mais aussi, pourquoi pas, dans des grosses entreprises d'agroalimentaire, de l'industrie lourde, de la métallurgie, etc. Dans des start-up qui visent le marché, qui sont basées en France, mais qui visent le marché asiatique. Et puis, dans toutes les sociétés aussi, on pense à des belles PME qui souhaitent se développer ou qui sont déjà présentes sur certains marchés asiatiques, eh bien là, il y a aussi des postes réservés de commerciaux haut niveau, d'ADV, d'administration des ventes. Alors commerciaux, le mandarin peut être un atout Exactement. aussi, parce que depuis l'ouverture de la Chine à l'économie de marché, évidemment, il y a de plus en plus de problématiques d'import et d'export avec la Chine. Et évidemment, les commerciaux, c'est un marché qui pèse énormément aujourd'hui par rapport à d'autres marchés qui se traitaient habituellement en anglais. Donc peut-être aussi, effectivement, dans les domaines commerciaux, le mandarin est un vrai plus. Voilà. Donc, français, anglais, mandarin, c'est le trio gagnant au niveau des langues. Exactement. Donc, ce n'est plus dans la tête, vous voyez, dans les idées communes, ce n'est plus seulement dans le secteur touristique ou dans les boutiques de luxe, mais aujourd'hui, les personnes qui parlent le mandarin avec le français, et puis en plus, si bien sûr il y a l'anglais, là, c'est jackpot gagnant sur des postes aujourd'hui qu'on trouve à la fois dans des très belles PME et des grands groupes.
Alors, que ce soit à titre personnel ou à travers CAPA, vous avez toujours lutté contre les discriminations dans le domaine de l'emploi, que ce soit d'ordre sexuel, racial ou autre. Est-ce que l'approche des jobs d'été, c'est pas un peu le moment où les discriminations disparaissent parce qu'on a besoin de tout le monde? Mais complètement. C'est pas, je me trompe peut-être en disant ça? Non, vous avez entièrement raison. Complètement. Et j'ai envie de vous dire, vous avez raison sur le job d'été, mais maintenant plus seulement. On sait qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont pénuriques. Alors, ça veut dire quoi un secteur pénurique? Ça veut dire qu'on a beaucoup d'offres d'emploi et qu'on n'a pas assez de candidats. Donc, en fait, il y a des métiers sur lesquels on a une offre d'emploi, il y a peut-être 80-90 candidatures qui arrivent. Et ça va être le contraire. Et là, c'est le contraire. Et là, eh bien, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'offres d'emploi qui deviennent pénuriques. Soit parce que ce sont des métiers sur lesquels on n'a pas assez formé les 10-20 dernières années. Je pense au métier de soudeur, de chaudronnier. L'industrie repart depuis quelques années en France. Il y a des belles offres d'emploi qui sont proposées dans l'aéronautique, dans la métallurgie, dans des fonderies, des choses comme ça. On ne trouve pas les profils sur les chantiers de Saint-Nazaire, etc. Et donc, eh bien, surtout, comme ces métiers pénuriques, on en trouve dans la santé, on en trouve… Oui, beaucoup d'infirmières qui viennent de Tunisie, d'Espagne, du bien Portugal, sûr, on en trouve, etc. Roumanie, Donc, si vous voulez, aujourd'hui, eh bien, quand il y a des métiers pénuriques, il n'y a plus de discrimination parce que le recruteur a tellement besoin de recruter qu'il va d'abord chercher les compétences. C'est le besoin qui fait le marché, c'est ça. Exactement. Donc ça c'est quand même une vraie révolution depuis une dizaine d'années. D'accord, mais là c'est par nécessité. Mais alors, par contre, au niveau des mentalités, est-ce que ça va quand même mieux dans ce domaine? Il y a moins de discrimination? Non, mais attendez, on est quand même passé au XXIe siècle. Il y a les réseaux sociaux, il y a la mise en avant maintenant de stars qui sont de toutes les couleurs et ça fait du bien. Et puis aussi, il y a eu un vrai changement de mentalité dans les entreprises où les entreprises ont enfin compris que c'était la diversité qui faisait la richesse. C'est des profils différents en âge, en histoire, en culture, qui fait qu'à un moment, on va aborder un problème commercial ou un problème marketing d'une façon différente. Et ça change tout. Voilà. Et puis… Alors, est-ce que ça veut dire que… Allez, je vais prendre le cas extrême en termes de discrimination. Je suis une femme, je suis d'origine chinoise, j'ai peu ou pas de diplôme, je ne suis pas très jolie, je ne suis pas très grande. J'ai une chance de trouver un job aujourd'hui, au XXIe siècle? Bien sûr. Et surtout, je vais vous dire, vous n'avez pas cité la principale discrimination en France. Dites-moi. La principale discrimination, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le nom, c'est l'adresse. Ah oui. Et oui. J'habite à Sarcelles, j'habite à Vitry-sur-Seine, j'habite je ne sais pas où. Et là, quelquefois, dans l'imaginaire d'un recruteur, c'est « Ah oui, c'est les HLM, donc ça ne va pas le faire ». Ou alors… Pire, et ça reste fréquent. Mais est-ce que les recruteurs sont au courant qu'il y a de moins en moins de gens, même parmi les gens qui travaillent et qui gagnent bien leur vie, qui ont les moyens de vivre à Paris aussi Mais bien sûr, parce que dans les recruteurs, il y a aussi des gens qui viennent de là, donc tout ça fait. Mais surtout, en fait, la plus grande peur des recruteurs aujourd'hui, c'est les transports. C'est-à-dire, en fait, quand je vous dis que la première… en retard ou en cas de grève, je ne peux pas venir. Voilà. Alors, il y a des lignes comme ça, il y a des recruteurs qui disent « Ah non, il est sur telle ligne de RER, elle est toujours en panne. » Voilà. Donc, c'est pas possible, etc. Donc, moi, ce que je constate dans les faits, c'est que oui, il y a toujours des recruteurs qui nous disent « Je veux pas de chinois, ou je veux pas de beurre, ou je veux pas de ceci, ou je veux pas de blanc aussi. Hein. » On a le cas aussi. Nous, on leur dit, en tout cas chez CAPA, nous, on s'en fiche de ce que vous voulez, nous, c'est les compétences, et si ça ne vous va pas, c'est pas chez nous. Vous allez voir ailleurs, voilà. Mais oui, il y a beaucoup moins de discrimination à l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu les médias qui ont beaucoup travaillé, les réseaux sociaux, des stars de blogs, etc., qui sortent de nulle part et qui tout d'un coup deviennent des stars parce qu'ils sont mis en avant par les réseaux sociaux, qui fait que oui, les mentalités ont changé. Le football qui fait évoluer… bien sûr, mais c'est vrai, on peut le citer. Sûr. Le football qui fait évoluer les mentalités au niveau de la diversité, beaucoup. Voilà, bien sûr, mais bien sûr. Et aussi le marché de l'emploi qui a repris, qui fait qu'à un moment, les recruteurs, ils ont moins le choix. Donc, il faut bien qu'ils ouvrent leur chakra pour aller chercher la bonne personne avec les bonnes compétences. Et puis enfin, quand même, les recruteurs sont des gens sensés. Ils ont besoin de faire fonctionner leur entreprise. Eux, ce qu'ils veulent à un moment T, c'est recruter la bonne personne avec les bonnes compétences. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Bon, mais ça, en revanche, c'est un message d'espoir quand même. Mais bien sûr. En revanche, conseil aussi aux candidats, le point
discriminant sur lequel les entreprises ne sont pas flexibles, c'est le savoir-être. C'est-à-dire que y a beaucoup de recruteurs qui se plaignent des collaborateurs qui arrivent en retard, ou alors des collaborateurs qui disent je viens passer un entretien puis ils ne se présentent pas à l'entretien. Mais voilà, exactement. Si on a un recruteur au téléphone, la première chose qu'on lui demande, c'est pas c'est payé combien. Voilà, ou est-ce qu'il y a une mutuelle ou des RTT. Ouais. Bien évidemment, ça on peut en parler si vous voulez, mais donc le savoir-être est très important et ça pour le coup, c'est vraiment un point sur lequel les recruteurs font attention parce que c'est important dans l'équilibre de leur société par rapport aux anciens collaborateurs qui sont déjà là, ils veulent avoir des valeurs communes, des choses comme ça. Ok. Alors reparlons un peu de Capa.fr, votre société que vous avez fondée en 2011. Comment est-ce qu'en quelques années, parce qu'il y avait des monstres anglo-saxons sur le marché français comme Indeed, Monster, etc., qui ont d'ailleurs perdu pas mal de vitesse. C'est peut-être grâce à vous ou à cause de vous. Comment est-ce qu'on devient le leader en quelques années comme ça? Est-ce que c'est parce que vous étiez résolument 2.0 et tout online, c'est-à-dire que vous étiez un petit peu en avance sur votre temps et du coup maintenant vous êtes pile vous répondez pile à un besoin. Comment ça se passe? Déjà, vous avez raison. Parce que vous pouvez être un modèle pour des gens qui cherchent du travail, vous pouvez être un modèle ou qui veulent monter leur boîte en tant qu'entrepreneur, bien sûr. Alors, premier élément, effectivement, c'est répondre à un besoin. D'accord? S'il n'y a pas de besoin, vous pourrez monter votre boîte, etc. Mais ça ne servira pas à grand-chose parce que voilà. Et après, s'il n'y a pas de besoin mais qu'il faut créer le besoin, là, il faut s'appeler Steve Jobs, lancer l'iPhone. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. L'objectif de Capa, quand on a lancé la société, c'était de tuer le chômage en France. Et on s'est dit, pourquoi? Alors le chômage, pour le coup, c'est un gros marché, et surtout, c'est la préoccupation numéro 1 des Français et des Françaises. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour tuer le chômage alors qu'il y a des sites, des outils, des services qui existent depuis 20, 30 ans, 40 ans et qu'on a toujours un aussi fort taux de chômage. Et donc, première chose, effectivement, vous l'avez dit, être 2.0. Il faut être digital. Aujourd'hui, un jeune, un moins jeune, ma maman, utilise son portable pour aller voir les informations, pour acheter un voyage, etc. Donc, il faut pouvoir tout faire depuis son portable. Je suis dans le train, tiens, je reçois une offre d'emploi de Capa.fr, ça m'intéresse, je clique, ok, hop, ma candidature part automatiquement à l'entreprise, etc. Donc ça, c'était vraiment être 2.0 et surtout résoudre ce qu'on appelle les points de friction dans l'utilisation d'un service. Il faut que ce soit cool. Il fallait que la recherche d'emploi soit moins anxiogène, qu'on ait moins peur, que ce soit moins pénible, etc. Donc chez Capa, on s'est vraiment attaché à enlever tous ces points de friction et à apporter un service de qualité et cool et smooth et fluide aux internautes. Trouver de l'emploi, si en plus les outils pour trouver un job sont stressants aussi. Alors à vous entendre, est-ce qu'on peut en déduire que pour réussir, pour créer une entreprise comme Capa, faire qu'elle marche, en faire un leader, et pour réussir sur le marché de l'emploi, en fait, l'ambition ne doit pas être de faire du fric sur ce marché, mais l'ambition doit être de trouver du boulot. Et c'est exactement ça. Nous, chez Capa, le deuxième ingrédient dans notre recette, ça a été d'être bienveillant avec les candidats qui s'inscrivent. Et puis, vraiment, les fondateurs, on a eu tous des histoires personnelles. Surtout dans l'intérim. On a l'image un petit peu là dans le 10e arrondissement, là où on voit toutes les agences d'intérim, les gens qui font la queue. Quand on a l'occasion de passer devant, ils sont un peu traités comme du bétail. Oui, pas sur Capa. Je vais vous donner 2 exemples. Nous, on a une chargée de recrutement qui a reçu un bouquet de fleurs d'une femme, pas d'un homme. Juste pour lui dire, j'ai fait une mission d'intérim grâce à vous, je viens d'être recrutée en CDI, je voulais vous remercier. Voilà, ça prouve que là, les choses sont faites dans le respect des gens, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la réponse aussi aux questions, parce qu'on peut être un peu stressé, quand est-ce que je vais être payé, etc., etc. Je vais vous donner un deuxième exemple. On a un intérimaire qui est allé passer 10 jours dans sa famille en Iran et qui nous a rapporté, envoyé par la poste, un colis avec dedans des poteries, des petites poteries, vous savez, des petits plats en forme de poterie et des fruits séchés. Attendez, si vous voulez, pour moi, c'est juste la marque qu'on fait correctement notre travail et qu'on le fait, encore une fois, de la meilleure des façons. En tout cas, on fait vraiment nos meilleurs efforts, on y met tout notre cœur pour vraiment, je pense que ce qui est important chez Capa, et c'est dans notre ADN, la bienveillance des gens pour qui on travaille, le respect, l'écoute, voilà. Et puis après, l'écoute aussi beaucoup de nos clients.
c'est-à-dire de bien comprendre leurs besoins, de bien comprendre leurs urgences. Oui, une forme d'empathie. Voilà, de bien comprendre leur poste. Et quand on fait ça, quelquefois ça va peut-être pas aussi vite qu'on l'avait prévu, mais en tout cas les fondamentaux sont solides. On gère des dossiers, pas des numéros. Voilà, quoi, ouais. Exactement. Alors, on parlait d'intérim justement et du recours quasi systématique aujourd'hui à l'intérim et au CDD pour on va dire peut-être pallier ou prolonger les périodes d'essai, on va appeler ça comme on veut. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que les entreprises qui ont peut-être moins les moyens aujourd'hui d'avoir des DRH ou d'avoir des employés RH, est-ce que quelque part, finalement, des agences comme vous ne devenez pas des DRH déportés pour certaines entreprises? Exactement. Pour les entreprises de taille moyenne, j'imagine. En fait, vous savez, c'est dur de créer son entreprise, c'est dur d'avoir son entreprise parce qu'on vous demande de tout faire. Par exemple, imaginons que vous êtes un restaurant. Au niveau administratif. Voilà, vous êtes un restaurant. Déjà, on vous demande, il faut trouver le lieu, il faut monter votre carte. Il faut recruter les cuisiniers, les commis, les servir. Il faut se former, il faut trouver les clients, il faut gérer les clients, il faut faire la compta, il faut faire la déclaration fiscale, il faut payer la TVA en ayant fait la TVA. Non mais est-ce que vous imaginez aujourd'hui le nombre et le niveau des compétences qu'on demande à un chef d'entreprise? Eh bien, c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, la tendance, mais pas seulement en France, c'est vraiment la tendance dans les gros pays économiques, aux États-Unis, j'étais à San Francisco la semaine dernière, aux États-Unis, dans les gros pays en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, dans les pays scandinaves, de confier à une autre entreprise extérieure un savoir-faire qui n'est pas notre cœur de business. Voilà. Alors cette forme, ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que là c'est presque un sujet de société, cette forme d'ubérisation qui est beaucoup décriée dans certains secteurs d'activité, est-ce que justement dans le secteur de l'emploi, elle n'est pas là plutôt nécessaire? Oui, bien sûr. De toute façon, il fallait changer beaucoup de choses dans l'emploi parce qu'on voyait bien que c'était bloqué. Vous avez parlé de discrimination, il y en avait. Le taux de chômage, il a été, même s'il commence à baisser, mais il reste important. Donc oui, le secteur des RH est un secteur qui est en plein bouleversement. Je vais vous parler d'un autre sujet dans les RH, pas du recrutement sur lequel nous, on est des experts et leaders aujourd'hui en France, mais la formation. Vous vous souvenez, la formation, il y a encore 4-5 ans, on ne comprenait rien à son budget formation, fallait attendre que son chef d'entreprise vous autorise, et puis de toute façon, vous n'y pensiez pas, etc. Il fallait trouver la bonne formation. Je vais perdre quelqu'un pendant X semaines, pendant la formation. La formation aujourd'hui, elle est en ligne. Vous pouvez vous inscrire, vous rentrez chez vous le soir, vous avez envie de vous former. Peu de gens le savent d'ailleurs. Peu de gens savent qu'ils ont tous un compte formation avec des points dessus d'office et puis en fait, comment ça peuvent marche, en bénéficier. Effectivement, avant, c'était l'entreprise qui gérait le compte formation de chacun de ses salariés qui finançait les formations. Aujourd'hui, en fonction de vos diverses expériences, vous pouvez avoir des CDD, de l'intérim dans plusieurs entreprises. Vous pouvez être en CDI. Chaque année, vous allez cumuler des points. Ces points vont être stockés à votre nom sur votre compte formation. Et en fonction du nombre de points que vous avez, vous allez pouvoir sélectionner la formation que vous souhaitez suivre. Alors bien évidemment, il faut toujours en parler à son entreprise pour caler si jamais vous avez besoin d'un temps d'absence, etc. Mais ça, c'est la révolution aujourd'hui sur le marché de la formation. D'où le point FR de CAPA qui montre que vous êtes online, donc peut-être justement plus en face que d'autres sociétés avec le marché du travail. Alors on va revenir 2 minutes au job d'été. Alors on va parler des jobs d'été les mieux payés, puisque dans votre étude sur le site capa.fr, il y avait il y a un petit palmarès avec des métiers auxquels on ne s'attend pas. Donc ça, je vais y venir. Mais juste avant, on parlait effectivement d'emploi dans le sud de la France, et beaucoup dans le tourisme. Pendant longtemps, on voit d'après votre étude que en 2016, 2007, 2018, sur les jobs d'été, la région qui était où il y avait le plus de demandes, c'était l'Île-de-France. Et bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle est même descendue du podium, l'Île-de-France. Elle n'est plus dans les 3 premiers. Maintenant, c'est les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Alors, je peux y voir deux causes. C'est l'économie repart peut-être un peu. Peut-être que les gens repartent plus en vacances. Donc, du coup, l'emploi se déporte aussi. Peut-être aussi la refonte des régions qui fait que les régions ont maintenant plus de poids par rapport à l'Île-de-France. Est-ce que c'est un peu des deux? Alors,
C'est exactement un peu des deux. Après, il y a un petit phénomène en plus, c'est qu'effectivement, la région PACA est celle qui va recruter le plus cette année pour les jobs d'été. Ça s'explique vraiment par une très très grosse reprise du tourisme en France, vraiment. Et donc là, il y a besoin de recruter. Du tourisme intérieur ou avec des touristes qui viennent de l'étranger surtout? Les deux d'ailleurs. Les Français retournent quand même en région PACA, et puis parce qu'il fait beau, parce qu'ils aiment bien la région, etc. Oui, et puis les attentats sont un peu loin derrière. Donc exactement. Mais il y a un gros afflux de touristes étrangers, et donc là vraiment cette année, la région CAPA va avoir un très très CAPA, gros. c'est vous, non? PACA, vous voulez dire. La région PACA va avoir un très gros afflux touristique, et c'est la raison pour laquelle ils s'y préparent bien. Et donc il y a un très 22% de demande. Hein. Une très très grosse demande en ce moment, de recrutement pour l'été. Et puis la deuxième région, la région Rhône-Alpes. Juste une chose, puisque on parle de 22% en région PACA. Alors pour les Parisiens, les jeunes Parisiens qui cherchent un job d'été, est-ce que, parce que ça aussi c'est une chose à laquelle les gens pensent souvent, c'est les jobs d'été en général, on est logé. Alors est-ce que c'est toujours le cas, souvent le cas, ou pas du tout? Est-ce qu'il faut quand même, avant de postuler quelque part, il faut essayer de voir un petit peu si on peut s'y loger et si le logement ne va pas coûter le salaire tout entier? Exactement. Non, alors la vérité, c'est que c'est de moins en moins le cas de trouver un logement proposé en même temps que le job d'été. Ça existe encore principalement pour certains restaurants, certains hôtels et certains campings, mais c'est tout. D'accord. Oui, parce qu'ils ont de l'immobilier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui prennent leur tente de camping, quelquefois qui restent dans un camping pendant 2 mois, parce qu'à côté de ça, ils ont trouvé un job tellement bien payé mais ils logent dans des campings, parce qu'autrement, le logement, justement, en région PACA est tellement cher l'été, parce qu'il est loué par les touristes, que ça devient très compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que quand on bouge, soit on est logé, mais c'est très 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 rare, c'est moins de 5%, soit on est logé par la famille, soit on est logé par la famille, oui c'est marginal aujourd'hui, soit on est logé par la famille, soit souvent c'est le camping, faut pas rêver. Ok, donc là le conseil, là on est vraiment dans du route. Renseignez-vous au niveau du logement avant de postuler quelque part, ou alors trouvez-vous un job très bien payé, ça tombe bien, on va en parler, puisque donc le classement des jobs d'été les mieux payés, alors le number one c'est aussi selon pourboire, vous en parliez tout à l'heure, c'est le voiturier. Voilà. Donc ça, on s'y attend pas du tout. Oui, alors attention. Alors dans le top des jobs d'été les mieux payés, ce sont souvent des jobs sur lesquels les plages horaires de travail sont larges. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas faire 35 heures par semaine. C'est rare, oui. Donc, comme on va faire plus, mathématiquement, on est plus payé puisqu'on fait plus d'heures. Et c'est aussi des jobs où il va y avoir pas mal de pourboires. Et effectivement, le job qui ressort, qui reste sympathique, parce que souvent on conduit des belles voitures, souvent c'est Nice, Cannes, Monaco, etc. etc. C'est un job où on peut vraiment faire 3 000 à 4 000 euros par mois. Mais encore une fois, les plages horaires sont très étendues, c'est quelquefois du 7 sur 7, parce qu'il faut bien conduire les clients d'un endroit à un autre et que ça ne s'arrête pas. Donc c'est un job où on se donne beaucoup, mais en général les retours c'est que c'est sympa, la voiture était belle, j'ai vu des endroits, j'ai emmené des gens dans des endroits juste incroyables. J'ai conduit plein de Ferrari, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est un job qui est pas mal recherché. Oui, alors voiturier donc en équivalent annuel, je mets sur une base comme vous le disiez, bien supérieure à 35 heures par semaine, on est sur des équivalents de salaire annuel brut de 22 000 à 30 000 euros, donc, et selon les pourboires évidemment, et selon le nombre d'heures. Alors en numéro 2, plagiste. Est-ce que ça, c'est pas le job rêvé en maillot de bain sur la plage? C'est peut-être ce qu'on pense, mais c'est un boulot super dur. Marcher toute la journée sur la plage, déjà, ça fait les jambes. Exactement. Souvent, ça commence à 7 h le matin parce qu'il faut aller installer les transats. Ça dure jusqu'à 22 h, 23 h. Alors oui, quelquefois, on peut se reposer 2 heures l'après-midi. Mais c'est un job ultra physique. Très sympa, mais bon, il faut faire attention au coup de soleil aussi. Donc, il vaut mieux bien se badigeonner, en particulier les 2 premières semaines.
Donc en général, c'est vraiment là des étudiants qui vont y aller à fond, qui vont être bien payés, c'est sympa, les clients, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des clients qui Oui, peuvent ça ne être… faut pas le voir comme un intérim pour un quadra, c'est vraiment le job d'été, il faut taper dans le dur. Là, voilà, là il faut taper dans le dur et c'est dur, et vous le disiez vous-même, marcher dans le sable 8-10 heures par jour, ça fait les mollets. Oui. Non, mais c'est des jobs, on s'enquille les kilomètres, c'est… Bon alors nous, on élimine pour nous un plagiste, cet été on fera autre chose. Alors, physique aussi, donc plagiste, 26 000 € par an à peu près, en équivalent annuel brut. Alors, ensuite, vendangeur. Ouais. Alors, vendangeur, souvent, on est logé. Et alors là, pareil, ça fait partie vraiment des jobs très, très physiques. Oui, là, on se baisse, on porte des charges, on marche. Le dos. Marche en plus dans les vignes. Ouais. Donc, il faut faire très attention au dos. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ces jobs-là. Souvent, ce sont des saisonniers qui le font chaque année. Soit parce qu'ils aiment ça, ils aiment l'ambiance, souvent c'est des bonnes ambiances, il y a des tablés le midi, le soir, il y a une vraie célébration à la fin des vendanges, donc c'est des jobs sympas. Alors par contre là ça démarre un peu tardivement, c'est pas le job d'été pour occuper tout l'été, ça démarre à quelle période à peu près? Mi-août au plus tôt. Mi-août au plus tôt et ça peut aller jusqu'à début octobre. Pour les vendanges tardives comme Exactement. on dit, c'est ça. Mais là c'est vrai, en général c'est des experts ou des jeunes étudiants. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi dur, mais ils arrivent à tenir le coup. Et puis après, on a aussi des étrangers qui viennent en France pour faire ces métiers-là. Parce que quelquefois… C'est vrai qu'avec l'Union européenne maintenant, bien sûr. des travailleurs d'autres pays de l'Union peuvent venir travailler en France. Tout à fait. Est-ce que ça ne fait pas un dumping d'ailleurs des salaires justement dans le mauvais sens Alors, ça peut bien évidemment. La vie de la recruteuse justement sur un problème qui est plus politique. Alors, aujourd'hui, les entreprises qui font venir du personnel étranger, c'est vraiment parce qu'elles ne trouvent pas en France. D'accord. Même pour une exploitation agricole, les secteurs qui font intervenir beaucoup de personnel étranger, c'est l'agriculture et le BTP. Mais pourquoi? C'est juste parce qu'elles ne trouvent pas la main-d'œuvre. Et l'agriculture, si vous voulez, les vendanges, ça ne peut pas attendre dans 3 mois. Quelquefois, c'est à la journée près ou c'est l'exploitant qui dit on commence les vendanges demain. Oui, puis on ne sait pas toujours quand ça commence ni quand ça se termine. Donc là, c'est vraiment… Les aléas climatiques souvent. Exactement. Et puis le BTP, aujourd'hui, par exemple sur Paris, vous avez des chantiers pour les 20 prochaines années avec le Grand Paris. Il n'y a pas assez, dans certains métiers, il n'y a pas de main-d'œuvre disponible maintenant. Ok, alors revenons à nos jobs d'été. Donc vendangeur, équivalent 22 000 € par an, mais quand même très physique, très dur, avec le risque de se faire mal au dos. Donc pour vous et moi, on va mettre ça de côté aussi pour cet été. Alors par contre, ça va peut-être vous plaire. Moi, je suis candidat barman. Ouais. Pour 21 000 à 25 000 € selon pourboire également. Voilà. Donc là, job d'été sympa. Voilà. Est-ce que ça demande beaucoup de qualifications pour être barman? Alors oui. Quand même, parce qu'on pense tout de suite à la préparation des cocktails. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des écoles de barman dans les grandes villes. Bon, puis après, souvent, c'est des gens qui ont de l'expérience. Donc, soit c'est des jeunes qui sortent d'école ou qui ont fait des écoles d'hôtellerie, qui ont eu cette formation-là. Soit souvent, c'est des saisonniers qui font la saison d'hiver. Qui est entre deux jobs. Voilà. Ou vraiment des professionnels saisonniers qui font la saison d'hiver au ski et la saison d'été sur les plages. Il y a vraiment des gens qui passent d'une saison à l'autre comme ça, mais pendant 15-20 ans. C'est des professionnels des saisons. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des saisonniers professionnels? C'est-à-dire est-ce que des gens… j'avais vu un reportage à la télé sur quelqu'un qui effectivement faisait 4-5 mois l'été, puis partait en vacances 2-3 mois, et puis refaisait 4-5 mois l'hiver, et puis repartait en vacances 2-3 mois. C'est une vie un peu… Et puis tout le temps, évidemment, logé, etc. Donc pas de contrainte de domicile. On reste domicilié jusqu'à 40 ans chez papa-maman. C'est une vie rêvée ou c'est quand même une vie un peu dure, cette vie nomade, bohème? Non, je pense que les gens qui le font, c'est vraiment une vie rêvée. Il faut aimer ça, quoi. Oui, il faut aimer ça, il faut aimer cette liberté. Mais en même temps, souvent, ce sont des très, très gros bosseurs, vraiment. Donc c'est des gens qu'on n'a pas de vie privée, ça, quand on fait une saison. Oui, voilà, vous savez qu'il y a même des familles, des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés et qui font ça maintenant avec les enfants, qui passent de l'un à l'autre. Le mari, par exemple, peut être chef cuisinier, la femme serveuse, mais il y a vraiment des familles qui font ça. Pour la scolarité, comment ça se passe? Les enfants changent souvent d'école, ils sont scolarisés à domicile. Tout à fait. Bon, maintenant avec Internet, justement, puisqu'on parlait de capable.fr, il y a beaucoup de… Mais il faut savoir que ces professionnels-là, en général, ils retournent dans le même établissement. D'accord. Donc en fait, ils sont tellement attachés à un établissement que toutes les saisons d'hiver, ils vont retourner au même endroit avec le même patron. Oui, mais c'est super pratique pour eux parce que pour le coup,
ils ont un vrai plan de carrière, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont trouvé leur équilibre de vie et eux, ils n'ont pas de problème à trouver puisque quand ils quittent la saison de ski, par exemple fin mars ou mi-avril, ils savent déjà que le patron les a réservés pour le 15 novembre de l'année prochaine. Donc, et pareil l'été. Donc en fait, c'est des gens qui ont souvent des carrières très très bien organisées. Ok. Alors bon, pour ce poste de barman, ça vous va pour cet été? On postule? Ouais, on fait ça. Ouais, ouais. D'accord. Okay. Je ne sais pas s'ils feront une très bonne opération. Alors ensuite, animateur. Ouais. Donc là, barman de 21 à 25 000 euros brut par an en équivalent annuel. Animateur, 20 000 euros par an. Alors animateur. Bon, ça, animateur, c'est 20 000, c'est dans les campings, c'est quoi? C'est dans un club de vacances? Exactement. Ou animateur pour un mini-club dans un hôtel ou autre? Exactement. Et donc ça peut être accessible à pas mal de, pas mal de monde. Ouais. Souvent, il faut l'habilitation pour s'occuper des jeunes enfants, si c'est spécifique. Et on recrute aussi beaucoup des maîtres nageurs. Oui, on oublie ce métier-là, mais parfois, des choses voilà, comme ça. Exactement. Mais bon, encore une fois, là, c'est vraiment des gens qui aiment ça, ou alors qui sont en études pour se destiner à ces métiers-là après d'éducateurs, mais pas seulement, hein, il y a aussi des étudiants qui aiment ça, et ça c'est un métier, voilà. Mais c'est maintenant, là, c'est presque même un peu tard pour trouver ces postes-là, parce que là, il faut se dépêcher. Voilà. D'accord, il vous reste encore sur le site CAPA des offres mais on en a pourvu de jobs beaucoup. d'été. Bon, alors, écoutez, on a passé un peu en revue les jobs d'été les mieux payés. Je crois que pour nous, c'est barman, hein, il n'y a pas de discussion. Alors, par contre, quels sont les jobs d'été les plus... alors, on va regarder les jobs d'été les plus recherchés par rapport aux jobs d'été les plus proposés par les recruteurs. Parce que ça aussi, c'est dans votre étude et c'est très intéressant. Alors, le job d'été le plus recherché, c'est animateur de centre de loisirs. Parce qu'évidemment, pendant l'été… On est à l'air… Voilà, quoi, c'est sympa, c'est une bonne ambiance, c'est pas prise de tête. Il y a du boulot, encore une fois, hein, mais voilà. Ok, alors le job numéro 2, vendeur, donc ça, parce que c'est pratique. Là, c'est dans le commerce vraiment. Oui, et puis c'est vraiment le premier job auquel on pense, quoi. On cherche un job d'été, on va faire de la vente. Donc, si on a un peu de bagou, on n'a pas besoin d'être bardé de diplôme ni d'expérience. On trouve ça à la fois dans les grandes chaînes de distribution, dans les supermarchés en région, parce que pareil, les gens vont partir en vacances. Au sens large, donc. Oui. Et puis après, dans tous les commerces qu'on peut trouver par tout enfant. En fait, pourquoi il arrive aussi haut dans les métiers recherchés? Parce que c'est souvent le métier auquel on pense. C'est le métier qu'on peut trouver très facilement, et puis on a beaucoup proposé. Pendant ses études. Bien sûr. Donc Moi, j'ai été vendeuse dans un magasin de sport pendant 3 ans. Voilà, donc je vendais des raquettes de tennis, des combinaisons de ski, des jogging, des baskets, voilà. Donc et avant, j'ai été vendeuse en librairie des raquettes pendant de tennis et puis diriger CAPA. Et avant, j'ai été vendeuse en librairie pour payer mes études. Alors très bien. Ensuite, hôte ou hôtesse d'accueil. Pareil. Donc ça, classique, un grand classique. Voilà. Alors on va passer tout de suite au suivant, serveur. Donc beaucoup de serveurs qui recherchent. Donc là, idem, hein, c'est comme pour les, on parlait du barman tout à l'heure. Là, c'est vraiment des professionnels souvent de la restauration qui sont entre deux jobs ou des saisonniers. Et là, attention, il faut être dégourdi parce que pendant la saison d'été, ça va vite. Hein. Ça dépote. Il faut donc, pas si mettre débutant, le souk dans le resto, voilà, parce que le patron va péter un plomb. Donc là, c'est vraiment un job. Il faut être organisé, il faut être rapide. Donc là, vous recommandez d'avoir quand même suffisamment d'expérience. Oui, ou au moins avoir ces… Voilà. Pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Et puis toujours le sourire avec les clients. D'accord. Alors, manutentionnaire, ça vous en parliez tout à l'heure. Donc, ça a énormément de postes proposés en ce moment dans l'industrie, en particulier l'industrie agroalimentaire. Parce que comme on a dit que c'était je vais vous raconter une petite histoire, mais ça peut paraître évident, mais la saison de la cueillette va commencer là, avril, donc on va avoir beaucoup de fruits. On parlait de vendange, voilà. vendange et cueillette. Hein, donc les industries de glace vont faire beaucoup de glace, les confitures, les yaourts, etc. On produit énormément à ce moment-là. L'embouteillage des vins, voilà, etc. Exactement. On produit beaucoup de nourriture à ce moment-là, donc beaucoup de manutentionnaires qui recherchent. On a un client qui fabrique des sandwichs, par exemple. Un grand client, une très grande marque française qui fabrique des sandwichs vendus dans les supermarchés, sur les aires d'autoroute, etc. Là, c'est des centaines de manutentionnaires. Qui commencent par un D peut-être. Voilà. C'est ça, Okay, bon. Et parce qu'il y a un pic de consommation. Donc ces entreprises-là, elles ont l'habitude, elles connaissent leurs clients, elles connaissent leurs besoins, et donc elles savent qu'elles ont besoin de beaucoup de main d'œuvre à ce moment-là, parce que la production a un pic pendant les 2 mois d'été. Cette entreprise vient de lancer dont vous parlez. J'ai reçu un communiqué de presse. C'est pour ça que je vous demanderais si ça commençait par un D. Ils viennent de lancer un sandwich spécial aire d'autoroute. Génial. Vous voyez, donc je pense qu'effectivement ils vont avoir besoin de main d'œuvre. Tout se reconnecte. Alors, donc,
les jobs d'été les plus proposés par les recruteurs maintenant, en numéro 1, on a le vendangeur-cueilleur. Alors ça, c'était pas dans les demandes. Non, mais ça revient parce qu'en fait, vous vous souvenez, l'agriculture est un des plus gros, le secteur qui va le plus recruter pour l'été. Mais on n'y pense pas forcément. Et puis les vendanges, comme on a dit, c'est un énorme besoin sur une très courte période. Est-ce qu'on ne se dit pas aussi souvent que c'est des jobs qui sont occupés par de la famille, des copains, de l'agriculteur ou du viticulteur? Oui, bien sûr. Beaucoup plus de demandes que ça. Oui. Mais c'est un secteur qui recrute énormément. Alors en numéro 2, alors là il y a de la demande des deux côtés, c'est le serveur. Donc ça, logique. Et puis effectivement, saisonnalité avec les vacances. Alors animateur de centre de loisirs, donc ça aussi, il y a beaucoup de propositions d'emploi. Donc là, ça colle avec les demandes, ça tombe bien. Alors ensuite, le cuisinier, ça c'est comme le serveur. Bon, là, il faut de l'expérience en général. À part si vous êtes dans le boui-boui de bord de plage où il faut juste faire un peu des frites, des machins. Mais les cuisiniers dans les restaurants, je rappelle encore, le secteur de la restauration, un très gros secteur, un secteur très professionnel. Les serveurs, les commis de cuisine, les cuisiniers sont vraiment des professionnels. Et là, tous les restaurants, il y a des restaurants aussi, vous savez, qui sont fermés une partie de l'année parce qu'il n'y a pas de clients et donc qui ouvrent vraiment pendant les saisons touristiques. On pense que le week-end, on pense à la Corse, on pense à des régions comme ça. Là, il y a une très grosse demande de très bons cuisiniers. Bon. Et puis le dernier sur le podium des propositions de job. Le vendeur, donc ça colle quand même plus ou moins avec les demandes. Donc la vie est plutôt bien faite. Alors, et puis il y a une question d'agrément aussi, parce que dans cette étude, vous parlez des jobs les plus sympas. Alors, des jobs assez surprenants. Jeune fille ou jeune homme au père pour garder les enfants en vacances. Donc ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais ça, c'est sympa. Alors ça, pour le coup, c'est le job qu'on est un peu intégré à la famille. Voilà. Moi, je connais des jeunes qui, par exemple, partent 3 semaines en Corse, ou 3 semaines à Biarritz, ou 3 semaines à Pornic, etc. Ils sont payés, donc ils partent en vacances 3 semaines, ils sont logés dans la maison des parents, et leur job, c'est par exemple à 8 heures s'occuper des enfants qui se lèvent, les emmener à la plage, bien évidemment faire attention. Évidemment, oui. Les reprendre l'après-midi, les doucher, puis après les parents reprennent la main le soir à 19 h. Donc en fait, pendant 3 semaines, vous êtes dans… Ah ouais. On est payé pour être en vacances, on peut pratiquement dire ça. Et puis en plus, si on aime les enfants, alors là, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Donc il y a des offres sur capa.fr pour ce genre de job. Oui, et puis après… Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, ou elles partent vite? Alors elles partent vite, beaucoup de bouche à oreille là. D'accord. Beaucoup de bouche à oreille. Ok. Voilà. Alors autre job d'été, alors ça, j'ai été super surpris, dog-sitter ou promeneur de chiens. Alors dog-sitter, je peux comprendre, effectivement, des gens qui partent en vacances, donc on va soit garder leur chien avec soi ou passer tous les jours chez la personne qui aurait laissé son chien chez lui, même si ce n'est pas très sympa pour le toutou. Mais promeneur de chiens, alors… Alors ça, par exemple, c'est très à la mode à San Francisco, mais moi j'en connais un aussi qui est dans le quartier du Sentier à Paris, entre Bourse et Strasbourg-Saint-Denis. Donc son job, c'est tous les matins, donc 2 fois par jour. Il va chez le client, il a sa clé, il prend le chien, il lui met sa laisse et il promène comme ça à lui tout seul 10-12 chiens. Donc souvent le gros tient la laisse du petit dans sa gueule. Oui, d'accord, c'est sympa. Voilà, non, mais je vous assure. Et donc ça c'est un job qui est plutôt cool. Et puis après, ça fait des copains pour les chiens. Voilà, mais surtout il faut penser que, en particulier ça c'est vraiment dans les grandes villes, bien évidemment. Ça va peut-être surprendre nos téléspectateurs et téléspectatrices des campagnes, mais oui, dans les villes, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent avoir un chien parce qu'ils en ont eu quand ils étaient petits, parce que ça fait partie de leur vie, mais qu'ils travaillent et donc ils prennent quelqu'un pour sortir le chien le matin et l'après-midi. Super, donc c'est un job sympa. Et puis alors ça, c'est vrai qu'on surtout c'est sympa parce que moi je lutte contre l'abandon des animaux. En plus, interdiction de faire ça. Donc vous avez vos chapelles. Oui. Et puis un job d'été sympa, concierge pour Airbnb. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais là, effectivement, il va y avoir beaucoup de touristes. Donc ça consiste en quoi? Des centaines de postes proposés. On change les draps, on fait le ménage, on remet les clés, on fait signer le contrat. Même pas le ménage, parce que souvent… il y a une femme de ménage à part. Bien sûr. Votre job, c'est par exemple, vous avez un agenda et donc vous savez que vous vous occupez de 10 appartements sur la journée. Et votre job, le client qui a loué un Airbnb ou un appartement, il va vous téléphoner en disant finalement mon vol arrive de Roissy dans 2 heures. Donc vous dites ok, je vous attends à 15 h. À 15 h, le locataire arrive, vous avez les clés, vous lui présentez l'appartement, vous faites l'état des lieux avec lui. Oui, donc c'est plus pour les check-in et check-out. Oui, mais pas seulement, parce que le client peut aussi garder votre téléphone si jamais il a un problème, j'en sais rien, la chaudière qui casse, il a perdu la clé, etc. Donc
pendant la durée de l'allocation, vous avez aussi le rôle Donc là, pour les d'être à sa candidats bilingues, à disposition. nouveau, je parle français, anglais, mandarin, trio Bien gagnant. sûr, mais bien sûr. Et il y a un autre poste aussi pour les personnes qui parlent mandarin. Donc ça, c'est un des clients chez Kappa. C'est aussi de conduire des 2 chevaux dans Paris pour faire visiter Paris, soit en 2 chevaux, soit en vélo, etc. Qui a été créée il y a quelques années, c'est très sympa, on les voit passer beaucoup l'été. Bien sûr, et bien là, ils recrutent des personnes bilingues, soit anglais, soit mandarin. Donc là, permis de conduire mandarin, ça y est, on est pratiquement sûr d'être embauché. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Permis de conduire, donc permis de conduire voiture, le permis de conduire B. Permis B. Le mandarin, et là c'est génial, et si en plus vous aimez Paris, et si en plus vous aimez les gens, alors là, ok, donc pour les téléspectateurs qui nous regardent, si vous avez votre permis, vous cherchez un job pour l'été, c'est sur et Kappa. vous parlez mandarin, et c'est sur Kappa. Donc ça aussi, c'est sur kappa.fr. Alors, on a parlé un petit peu des jobs d'été, on arrive au terme de l'émission, mais toujours dans un autre sondage que vous avez publié sur kappa.fr, un chiffre qui m'a vraiment surpris. Selon un sondage donc Kappa, 63% des Français s'ennuient au travail. Est-ce que c'est justement un signe que beaucoup de travailleurs, on en parlait tout à l'heure, occupent des postes par défaut dans des secteurs d'activité ou des fonctions qu'ils n'ont pas forcément choisies ou qui ne leur plaisent pas forcément parce qu'il fallait bien bosser, ou est-ce que c'est parce que la façon de travailler ou l'ambiance dans les entreprises a changé selon vous? C'est les deux. Oui, effectivement, il y a des gens qui ne choisissent pas leur travail et donc qui sont contraints de prendre le travail qu'ils trouvent. Et bon voilà, donc ça c'est une réalité, il ne faut pas la nier, voilà. Deuxième chose aussi, il y a quand même eu le rôle des médias qui pendant les 4-5 dernières années nous ont fait croire par des émissions qu'en fait il y avait des gens qui plaquaient tout pour aller monter un gîte en pleine campagne avec des clients, des machins et tout. Oui, quoi, ça dure 18 mois le temps qu'on soit payé par Pôle emploi, voilà, mais au bout de 18 mois, il faut aller chercher les clients, c'est un vrai métier, etc., etc. Donc moi je dis toujours attention reconversion professionnelle, souvent l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs, et ça on connaît tous ce dicton-là. Et l'arbre qui cache la forêt, on peut citer quelques dictons pour ça. Oui. Et puis après c'est vrai que même si beaucoup d'entreprises aujourd'hui investissent dans le bien-être au travail, dans la bienveillance, dans la formation, pour accompagner leurs collaborateurs, il y a des entreprises aussi qui ont du mal à le faire ou qui vivent des moments de crise et donc l'ambiance elle se détériore. Puis après je rajouterai un dernier élément quand même. On est un peu avec la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, dans la génération zapping. C'est-à-dire je bosse 6 mois, mais au bout de 6 mois, non, par principe, je m'ennuie. Donc voilà. Ouais, mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que notre carrière professionnelle elle va durer entre 40 et 45 ans. On ne peut pas zapper toute sa vie. Et on ne peut pas zapper toute sa vie. Donc attention à prendre le temps aussi d'analyser les points positifs, les points négatifs quand on veut changer de travail. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un petit peu son temps plutôt que… et puis moi surtout… Parce qu'on est tenté quand on n'a jamais travaillé, quand le premier CDI qui arrive, même si ce n'est pas du tout adapté à ce qu'on cherchait, enfin à ce qu'on sait faire, ou même si ce n'est pas du tout ce qu'on recherchait, souvent on est en train de se dire oui mais c'est un CDI quoi, et on est content quand même. Et attention aussi, moi je dis toujours attention aux gens qui ont un CDI et qui veulent partir, parce que quand vous quittez votre CDI et que vous en retrouvez peut-être un autre, il ne faut jamais oublier que vous avez 3 mois de période d'essai. Et donc là, pendant les 3 mois, on peut vous dire bah non, finalement ça s'arrête. Et là, vous avez quitté un CDI peut-être dans lequel vous étiez depuis 5 ans, 6 ans, machin, et il faut tout recommencer à zéro. C'est pour ça, attention, je ne dis pas que si on ne se plaît pas dans son travail, il ne faut pas bouger, etc. Mais c'est toujours bien, le conseil de Kappa, c'est de prendre un peu de recul, de prendre une feuille de papier pour mesurer, finalement, écrire les points positifs du poste actuel, les points négatifs, ce qu'on recherche aussi. Ne pas hésiter à en parler avec ses collègues, bien évidemment en confiance, on ne raconte pas sa vie à tout le monde, à sa famille, à ses amis, de dire écoute, j'envisage de quitter, comment tu ferais? Attends, t'es bien sûr parce que là tu quittes, mais regarde, il y a 2 mois tu me disais que c'était génial, est-ce que c'est pas plutôt un problème personnel en ce moment qui te fait tout voir en noir? Donc vraiment, bien se documenter sur le marché du travail, bien prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire, et puis dans l'idéal c'est trouver avant de partir. D'accord. Alors, chez les jeunes issus de familles elles-mêmes issues de l'immigration, c'est-à-dire dans les milieux communautaires, on va dire, pour
pour parler au sens large, on s'aperçoit que de plus en plus, les durées d'études, c'est soit des études très courtes, c'est de toute façon, moi, famille d'immigrés, dès que je trouve un boulot, je m'y mets, etc. Et puis souvent, on zappe les études. Et puis du coup, on se met à travailler tout de suite, donc avec peu de diplômes. Soit on se dit, bon, j'ai peut-être pas les mêmes chances que les autres au départ, donc il faut que je sois bardé de diplômes. Et du coup, là, on fait des études très longues. Est-ce que c'est-à-dire au-delà enfin, très longues ou longues, c'est-à-dire au-delà de bac plus 2, bac plus 3, est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir beaucoup de diplômes, c'est toujours l'assurance, au minimum un atout pour trouver du travail? Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, sur des postes d'employés de bureau, on retrouve des gens avec des bac plus 4, bac plus 5. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus? Alors la réponse est non. Le diplôme n'est plus, ou le diplôme après de très longues études n'est plus la garantie de trouver le travail qui nous plaît au bon salaire. D'accord, on connaît tous ces histoires de personnes qui ont un bac plus 4, un bac plus 5 et comme vous le dites, qui se retrouvent au test d'accueil alors que finalement, c'est pas grave d'être au test d'accueil. Moi, c'est un métier très agréable. Aux jeunes qui nous regardent, la télé-réalité n'est pas un emploi. Voilà. Donc, on précise quand même, on parle de vrais emplois avec des vraies compétences. Ouais. Et donc, c'est très bien d'être au test d'accueil quand on l'a choisi et quand ça correspond à notre niveau de diplôme et au niveau de salaire qu'on serait en droit d'attendre. Donc, attention. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui en France, si on n'a pas de diplôme, on peut trouver du travail. La seule condition, c'est d'avoir envie de le faire. Oui, mais il y a du travail. Ça, ouais. Il y a du travail en France en ce moment et ça, c'est une très bonne nouvelle. D'accord ? Après, il y a du travail et il faut commencer par quelque chose. Mais moi, je connais des personnes qui ont commencé par manutentionnaires, qui sont devenus préparateurs de commandes, qui se sont fait financer après par l'entreprise des CACES pour devenir caristes, qui sont devenus responsables de logistique, etc. Donc oui, il y a on peut faire son trou. Oui, il y a encore des secteurs dans lesquels on peut faire son trou, on peut progresser, si on le souhaite d'ailleurs. Tout le monde n'a pas envie et tant mieux, quoi. Tout le monde n'a pas toujours envie d'être chef, d'être machin, d'être bidule. Être chef, c'est des problèmes et tout. Mais bon, donc… La bonne nouvelle, c'est que ceux qui n'ont pas de diplôme peuvent trouver du travail, d'accord ? Et là, le savoir-être va être très important, arriver à l'heure, respecter les consignes, être dynamique, voilà, délivrer. Les diplômes qui sont le plus demandés en ce moment, dans tous les secteurs, c'est les niveaux bac plus 2. C'est ça, oui. D'accord. C'est vous avez un BTS en électricité. Maîtrise, licence, BTS, là c'est… Voilà, vous avez un BTS en électricité, vous avez un Master 1 en RH. Vous avez un bac, même un bac pro de chaudronnier, etc., etc. Vous êtes boulanger, etc. Donc, dans tous ces métiers-là, vous trouvez tout de suite, quoi. Technicien de maintenance, etc. Alors maintenant, si on se focus juste une minute sur les gens qui ont passé beaucoup de diplômes, moi, j'ai envie de dire, attention. Attention à bien choisir à l'avance votre filière. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un bac plus 5 avec des compétences, soit des compétences qui… Si vous avez des compétences techniques, vous trouverez toujours. L'ingénieur avec des compétences techniques en informatique, il trouvera. L'ingénieur avec des compétences techniques en maintenance, il trouvera. L'ingénieur, etc., il trouvera. Mais si vous avez des compétences un peu plus moins techniques, oui, un peu plus généraliste. Plus généraliste. Là, si à un moment, vous ne doublez pas ces compétences, soit d'un master très technique, par exemple, vous avez fait des études en psycho et vous faites après un master en marketing, ça, vous pourrez le vendre à des startups, vous pourrez le vendre à des boîtes dans le e-commerce, vous pourrez le vendre, etc. Donc, si on est super diplômé, quand on choisit son job, à un moment, on fait attention à ce qu'on fait. L'idéal, c'est de bien choisir sa filière qui recrute. Si jamais c'est une filière très généraliste, la compléter de stages et d'emplois qui montrent que vous acquérez des compétences techniques. Mais technique, vous voyez, ça peut être du marketing, ça peut être vous passez une filière vente, mais vous faites tous vos stages et toutes vos expériences dans des boîtes autour de Roissy. Vous pourrez dire, moi j'ai envie de travailler sur Roissy, j'ai appris ce qui se passait dans des sociétés d'export. Vous voyez, donc plus on va pouvoir raconter une histoire qui est bien évidemment attendue par le recruteur parce que c'est un secteur qui recrute, ça ira. Mais après, attention aux formations très généralistes, littéraires, etc. À un moment, il faut que ça se recroise par quelque chose. Il faut un peu de spécialisation. Voilà. D'accord. Alors,
Donc, je retiendrai malgré tout le message comme quoi, aujourd'hui, en France, on peut travailler, il suffit de vouloir. Oui, c'est il y a la bonne des nouvelle, jobs, c'est la bonne nouvelle. y compris si on est issu de l'immigration, y Bien compris sûr. si on n'a pas ou peu de diplôme. Mhm. Donc, je pense que c'est un mot de la fin positif Vous savez, moi j'ai été qui me convient parfaitement. voilà, moi j'ai été élevée par une maman toute seule en HLM à Vitry-sur-Seine. Aujourd'hui, je dirige une grande société avec des clients incroyables, des candidats incroyables, etc. C'est beaucoup de travail. Et comme vous dites, être il faut le curieux, vouloir. il faut se former. Mais Ouais. oui, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'emploi. Il y a des régions D'accord. quelquefois où c'est un petit peu plus dur, mais par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, il y a 10 ans, oui, aujourd'hui, il y a de l'emploi en France. D'accord. Eh ben donc, excellent mot de la fin. On vous retrouve évidemment sur capa.fr, tous les jobs d'été dont on a parlé et puis les offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité dont on a parlé sur le site capa.fr. Tous les mercredis, Ouais. le journal de l'emploi sur Beurre FM et 2 fois par mois sur BFM Business. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre invitation. Non, merci Et, à vous je vous attends d'avoir avec accepté. très grand plaisir sur Capa. D'accord, merci beaucoup Stéphanie Delestre. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de Portrait chinois. Restez avec nous pour la suite des programmes.